Nous allons aborder la seconde partie de notre après-midi, bien évidemment. Nous allons continuer à parler de plaisir. Je vois que vous en avez pris beaucoup et que ça continue. On va parler de plaisir, mais de plaisir malgré tout. Ou comment trouver de la satisfaction, du contentement quand les difficultés s'accumulent, quand la fatigue nous gagne, quand autour de nous, le danger, l'urgence, la souffrance rythment le quotidien. Pour en débattre, eh bien, nous allons accueillir la reporter de guerre Sophie Rosenzweig, le fondateur et directeur d'un foyer pour jeunes Jérôme Aucordier, le chef étoilé Pascal Favre-Dan et le provincial des Salésiens de Don Bosco, le père Daniel Federspiel. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelques mots encore pour mieux cerner vos parcours respectifs. Sophie Rosenzweig, vous êtes grand reporter chez Arte, après avoir commencé votre carrière, je crois, notamment chez France 2. En fait, à l'époque, ça s'appelait Antenne 2. Ça rappellera des souvenirs à beaucoup d'entre nous. Vous êtes donc journaliste basé à Strasbourg, mais vous passez beaucoup de temps loin de la France à parcourir les terrains de guerre. Et vous allez donc pouvoir nous dire comment, malgré le danger, malgré la souffrance, on prend du plaisir à exercer votre métier. Jérôme Aucordier, vous êtes pour votre part fondateur et directeur d'un foyer pour jeunes, les Colibris, à Janqueville, dans les Yvelines. Janqueville qui est un haut lieu, tout le monde le sait, du scoutisme, et précisément, c'est la spécificité de votre démarche. Hein. Vous exploitez la pédagogie scout pour essayer de remettre à flot, et je crois que ça marche, des enfants qui sont malmenés par la vie. Pascal Favre-Dan, on est heureux de vous recevoir. Vous êtes expert en plaisir culinaire. Ça vous va si je dis ça comme ça? Bon, vous nous venez d'Angers, où vous avez obtenu une étoile au guide Michelin. Et puis récemment, comme ça, vous avez fermé le resto, qui marchait super bien. Et puis vous êtes parti vers d'autres projets dont vous allez avoir l'occasion de nous parler au cours de cette table ronde. Enfin, Daniel Federspiel, vous êtes prêtre et clown. Un métier très sérieux, je parle évidemment du métier de clown. Une expérience qui est liée au plaisir, mais qui est aussi intimement liée à la condition humaine et qui vous aide, c'est ce qu'on va voir dans votre mission de provincial des Salésiens de Don Bosco. Alors, comme je disais, cette table ronde, eh bien, elle aura un but, c'était d'essayer de nous demander dans quelle mesure il est possible de prendre du plaisir, malgré tout, hein, de prendre du plaisir au beau milieu de la tempête ou quand les vents sont contraires. Et pour lancer notre discussion, eh bien, je vous propose qu'on regarde une vidéo, une interview exclusive que nous a accordée la navigatrice Maude Fontenoy, auteure de multiples exploits et aujourd'hui à la tête d'une fondation qui œuvre à la préservation des océans. On regarde Maude Fontenoy. Bonjour à tous, ici Maude Fontenoy. Malheureusement, je ne suis pas avec vous, ça aurait été pourtant avec un grand plaisir. Alors si je suis partie dans mes aventures à la voile ou à la rame, en solitaire, sans assistance, à travers les différents océans du globe, c'est justement parce que je voulais montrer que chacun dans nos vies, vous, dans votre profession, on est souvent confronté à des grands défis. Et ce grand défi, c'est souvent une immense montagne. Cette montagne, tu as le sommet qui est régulièrement dans les nuages et il ne faut surtout pas rester bloqué sur le sommet, mais essayer de se dire qu'on va couper la montagne en petits morceaux pour rendre chaque étape un peu plus digeste et ainsi parvenir à réaliser un défi plus grand que soi et un objectif qu'on n'aurait pas cru gagner d'avance. En l'occurrence, vous imaginez bien que dans des aventures, dans les 40e rugissants ou les 50e hurlants, naturellement que la difficulté, elle est partout. La souffrance, on s'y attend. On s'y est préparé d'ailleurs et c'est une des grandes clés de la réussite, la préparation technique, psychologique, ce qu'on va mettre dans son bagage pour vous permettre de réussir l'aventure. Cette réussite, elle tient aussi sur un travail d'équipe, une équipe qui est derrière soi, alors qui n'est pas avec vous sur le bateau, mais qui compte sur vous
qui est là pour vous apporter un soutien dans le moment voulu. Donc il faut savoir qui choisir pour quel objectif, avec chacun un rôle très déterminé et qui va participer lui aussi à la réussite de l'objectif final. Donc finalement, c'est tous ensemble qu'on réalise ce rêve de cette traversée. Il s'avère que c'est moi qui suis choisie là pour être celle qui rame. Mais en l'occurrence, chacun dans l'équipe a son rôle et est heureux dans la place qui lui a été donnée. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc ce bagage, c'est cette équipe qui est derrière soi, c'est cette préparation technique, psychologique, c'est le fait d'avoir préparé son bateau, préparé son équipement. Et on emmène tout ça avec soi, et ça nous permet le jour J, quand le mât, en l'occurrence du bateau à voile pendant le tour du monde, un mât de 32 mètres de haut qui se casse la figure, le bateau qui est en perdition dans l'océan Indien, à se demander qu'est-ce qu'on met dans un canot de sauvetage. À ce moment-là, dans ce moment où on a naturellement envie de déclencher sa balise ergo, c'est d'abandonner, à ce moment-là, on pense, à son équipe qui croit en vous, aux promesses qu'on a pu faire. Moi, en l'occurrence, j'étais suivie par des milliers d'enfants à l'hôpital, dans des hôpitaux, à qui j'avais promis d'y arriver, à qui j'avais dit, il ne faut jamais baisser les bras, il faut s'accrocher, quel que soit le temps qu'on met. L'important, c'est de ne jamais perdre le cap, l'objectif. Et pour tous ces gens-là, j'avais envie d'essayer, de tenter de résoudre le problème. Et donc ce problème, à l'image de la grande montagne, ce mât qui tombe, ça va être toute une épreuve pour essayer de remettre la baume au centre, pour essayer de faire un mât de fortune et pour repartir. Mais finalement, ce que ça nous apprend, c'est que cette motivation qu'on a au départ, c'est un panel de motivation et que finalement, dans l'intimité de soi face à la difficulté, on va chercher dans cette chape de béton qu'on a un petit peu posée à la base de motivation, on va repuiser là-dedans l'énergie pour continuer. Dans mes aventures, ce que j'ai pu apprendre, c'est que ça va vous surprendre, mais le bonheur, il n'est pas forcément confortable. En fait, il y a du plaisir dans le dépassement de soi, il y a du plaisir dans la réalisation personnelle. Moi, j'aime l'idée qu'on se révèle face aux obstacles, face aux embûches. En tous les cas, moi, à la rame ou à la voile, au fur et à mesure de mes aventures, j'ai trouvé du plaisir dans ce dépassement. Le jour de l'arrivée, on vous met une médaille autour du cou, on se rend compte rapidement que c'est pas tant l'acquisition qui est importante, mais la concrétisation au jour le jour. Et c'est tous ceux qu'on a emmenés avec soi sur ce chemin. Le chemin auquel on a donné du sens, c'est aussi un des points très importants pour moi tout au long de ma vie, donner du sens à ce que l'on fait. Le sens, là, pour moi, c'était de montrer que les femmes étaient autant capables que les hommes de réaliser ce type d'aventure en mer et de montrer aux enfants défavorisés ou malades qu'on pouvait aller au bout de soi-même, même si à la base, on n'était pas aussi musclé, aussi fort, ni attendu sur un parcours. Mon combat aujourd'hui, il est pour la préservation de l'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai pu constater en mer, à travers mes aventures, combien aujourd'hui les océans étaient un géant au pied d'argile, menacé par les activités humaines, par les 10 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés à la mer chaque année. C'est donc un océan de solutions que nous avons à préserver aujourd'hui. Et pour ça, on aura besoin de tout le monde. Et on aura besoin de vous, parce que c'est vous qui insufflez auprès de notre jeunesse, auprès de nos enfants, cette envie de croire en eux, cette capacité intellectuelle à comprendre les sujets, et ensuite à en faire des ambassadeurs, et ceux qui seront plus tard des consommateurs, ceux qui feront le changement. On a besoin d'être tous ensemble réunis, et avant tout, avec du plaisir, avec du désir, parce que c'est là où on est le meilleur, quand on fait les choses avec passion. Magnifique témoignage de Maud Fontenoy. On la remercie à distance. Pascal Favre-Dan, toute première réaction à chaud en voyant cette vidéo? C'est exactement ça. Quand Maud évoque le fait de déplacer la montagne, de gravir la montagne, de la gravir en plusieurs étapes, elle parle tout de suite après de l'équipe. Et forcément, si je dois commencer à intervenir, je vais évoquer exactement la même chose, c'est-à-dire gravir la montagne, on ne peut pas le faire seul. Dans une cuisine, dans un restaurant étoilé, bien évidemment, il y a un objectif, mais il y a aussi une équipe, elle est fondamentale. Le faire en différentes étapes, c'est aussi la formation, c'est ce qu'on a reçu avant, c'est ce qu'on transmet.
c'est tous ceux qui nous entourent, bien évidemment, encore une fois, l'équipe, mais les fournisseurs, tous ceux qui travaillent pour nous et avec nous. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on arrive au mieux à gravir cette montagne. Et ce qu'elle dit, c'est qu'à certains moments, elle peut avoir un petit coup de mou, mais elle pense à tous ces gens qui lui font confiance et qui croient en elle. C'est ce que vous avez ressenti dans cette aventure qui consistait à briguer cette étoile au Michelin, par exemple. Ah, bien sûr, parce que les gens qui travaillent avec nous, j'aime pas trop dire pour nous, donc les gens qui travaillent avec nous, toute l'équipe, ça va du plongeur jusqu'aux secondes cuisines, ils viennent dans un projet commun, qui est le projet d'avoir une étoile. Donc il faut fédérer, et forcément quand on fédère et quand on emmène les gens vers un certain but, ben, on n'a pas le droit de douter du but, et on n'a pas le droit de... On doit toujours être en pleine forme, on est le chef d'orchestre, on doit emmener cette équipe, donc on peut douter intérieurement, mais en tous les cas, on n'a pas le droit pour eux, de douter devant eux. Alors c'est ce que vous disiez quand on s'est eu en visio pour préparer, avec les membres de la commission congrès, pour préparer votre intervention aujourd'hui. Vous nous disiez, en fait, c'est un peu le sélectionneur de l'équipe de France. Bon, un jour, il va pas très bien, il a des problèmes à la maison, mais il peut pas arriver en disant, bon les gars, c'est pas grave finalement, hein, si ce match on le perd, tant pis. Hein. Ça, vous pouvez pas vous permettre de faire une chose pareille. C'est exactement ça. Et puis, on a des matchs tous les jours. Bon, par contre, on est une fois par an. Le verdict tombe. Donc, bien évidemment, tous les jours, il faut donner cette motivation. Ceci dit, je préfère ma place que celle du sélectionneur de l'équipe de France. Mais il faut vraiment amener cette énergie. Mais bien évidemment auprès de l'équipe, mais aussi, et j'y tiens aussi, c'est auprès de nos fournisseurs. Parce que eux, tous les jours, ils travaillent dans leur exploitation, au niveau de l'agriculture, et ils ont la même passion que la mienne, que j'ai pour la cuisine. Et quand on élève un pigeon qui va finir dans une assiette au restaurant, eh bien, il faut avoir cette passion de l'élevage du pigeon. Et donc, il faut aussi emmener cet agriculteur vers l'excellence pour pouvoir travailler avec lui. Alors, je fais une petite parenthèse, mais vous êtes face à des chefs d'établissement. Ça veut dire que finalement, quand on est chef d'établissement, il y a toute la communauté éducative. Ça, c'est un terme qui est né au sein de l'enseignement catholique il y a plus d'un demi-siècle. Mais à la limite, il y a tous ceux qui gravitent encore autour. On est j'allais dire, au cœur d'un écosystème et il faut soigner chacun et chacune des personnes qui concourent à cette aventure de l'éducation, peut-être. Vous le diriez comme ça ? En tous les cas, les soigner ou les emmener vers un projet collectif. Malgré tout, quand on se dit, bon, l'objectif, on y va, on va vers une étoile, on va décrocher notre étoile, ça demande une rigueur, une abnégation de tous les instants. Comment est-ce qu'on fait, malgré tout, là-dedans, pour prendre du plaisir ? Est-ce que c'est la perspective d'un plaisir futur qui vous anime ? Est-ce que c'est dans le moment ? Parce que là, on voit bien ce que dit Maude Fontenoy. Elle ne dit pas le meilleur moment, c'est quand j'ai eu ma médaille autour du cou. Ça, c'était un peu la cerise sur le gâteau, si je peux me permettre cette comparaison culinaire. Mais pour vous, est-ce que c'était le moment où vous avez eu l'étoile ou est-ce que, rétrospectivement, c'est tous les efforts que vous avez fournis individuellement, collectivement, pour y parvenir ? Alors, je vais rajouter un troisième élément, c'est que un métier de cuisinier, c'est un peu particulier parce qu'on a bien sûr du plaisir en exerçant notre profession, mais on a surtout du plaisir en donnant aux autres. Et ça, je pense que c'est important aussi parce que, à la fois, bien évidemment, on a le plaisir de cuisiner, mais c'est surtout, on a l'exigence aussi du client qui est en face de nous et qui déguste l'assiette et qui attend du plaisir. Donc, c'est un plaisir réciproque et partagé. Et donc, si vous me demandez mes plus beaux souvenirs de ma petite carrière, ce ne sera pas le jour où j'ai eu l'étoile, parce que ça, c'est un moment, mais j'ai eu tellement de beaux moments avec des clients. Que vous rencontrez, y compris des années plus tard, dans un avion, le steward qui vous dit « Je me rappelle d'avoir mangé tel et tel plat chez vous, et j'en garde encore un souvenir ému. » C'est vrai, c'est vrai. J'ai le souvenir aussi d'un 31 décembre où un client de 93 ans, en pleurant, m'a dit que c'était le plus beau repas de sa vie. Je trouve que, est-ce que ça, c'est pas un plaisir plus important que la reconnaissance d'une étoile ou d'une médaille ? J'ai toujours, à mon avis, travaillé pour ça. Bien sûr. Alors, on travaille, on est au service
du plaisir du client. C'est un métier de service, et cette notion, bon, pour des chefs d'établissement, je pense qu'elle est très parlante. Mais la notion de service, elle requiert aussi une abnégation, une humilité. Certes, vous êtes une star, ou en tous les cas, vous avez une star qui vous a été décernée. Mais en même temps, voilà, pour toute votre équipe, c'est peut-être répéter à longueur de journée le même geste, nettoyer les couverts, et pourtant, on va concourir au plaisir de quelqu'un d'autre. C'est pas parfois un peu frustrant ou déséquilibré à tout le moins? C'est bien là la plus grande difficulté, parce qu'en effet, quand on est chef d'un établissement, en tous les cas d'un restaurant, et que le restaurant porte son nom, mon restaurant s'appelle le restaurant Favre-d'Anne, donc la satisfaction, c'est une autosatisfaction. Mais en effet, quand le plongeur il passe la porte le matin pour une rémunération, il faut lui donner le même plaisir, et le plaisir qu'il n'aura pas en direct, parce que lui, sa satisfaction en ressortant le soir du travail ne sera pas la même que pour moi. Donc, arriver encore une fois à emmener cette équipe vers le plaisir, c'est aussi, et ça c'est très important, eh bien, intéresser tous les membres de son équipe, tous les membres du personnel, c'est avoir des retours, parce que je pense que c'est très important quand un client, quand je faisais mon tour de salle, bien évidemment qu'on est flatté quand on a beaucoup de compliments, eh bien, il faut savoir les retranscrire à son équipe, parce que je pense qu'eux aussi, ils doivent partager ce moment de plaisir. Partager du plaisir, c'est aussi dans la création. Je dis souvent que quand je créais un plat, ou en tous les cas, quand on faisait une nouvelle carte, toute l'équipe était à mes côtés, parce que les avis de tout le monde, alors après, je les écoutais ou pas, mais en tous les cas, les avis de tout le monde donnaient de l'importance à tout le monde. Et ça, je pense que c'est aussi très important pour fédérer l'équipe. Et on voit un petit peu aussi ce qui a été dit tout à l'heure lors de la précédente table ronde, c'est qu'en fait, pour donner du plaisir à tout le monde, embarquer tout le monde, il faut aussi bien connaître ses collaborateurs et savoir ce qui est susceptible de leur faire plaisir. En quelques mots, donc je l'ai dit en introduction, vous aviez un restaurant qui marchait très fort, et puis un jour, vous vous arrêtez, peut-être que vous n'avez plus autant de plaisir et que vous pensez en trouver davantage ailleurs. Et c'est quoi vos nouveaux projets, très brièvement? On a une petite heure devant nous ou pas? Non, il y en a plein des projets. En effet, on n'a que des gens avec des projets ici. Voilà, c'est un peu le problème, en fait. On va être rapide. Au bout de 15 ans de restaurant étoilé, en effet, je ne sais pas si je dois évoquer le fait de ne plus avoir de plaisir, parce que la passion, elle est identique. Alors après, il faut différencier la passion, le plaisir, mais la passion est identique sur la cuisine, mais je n'avais plus envie de faire mon métier de la même façon. Je ne voulais pas rentrer dans une routine professionnelle, donc, et bizarrement, comme ça marchait bien, je me suis décidé d'arrêter, et il valait mieux, parce que je pense que c'était une bonne décision que j'ai prise forcément avec mon épouse qui travaille avec moi, et de se dire qu'on arrête quand on a fait le tour, alors j'espère que ce n'est pas prétentieux de dire ça, quand on a fait le tour d'un restaurant gastronomique à une étoile, pour partir sur d'autres choses. Les autres choses, c'est quoi? Alors, autre chose, je suis actuellement sur le projet des Halles Gourmandes d'Angers, donc des Halles Gourmandes qui vont réunir 22 commerçants, avec une façon différente d'appréhender la restauration, une cuisine du marché, un lieu de vie, un lieu où on vient faire ses courses, où on aime le produit et où on va, j'espère, se régaler. Alors, on pourrait juste ajouter que quand vous avez arrêté, vous avez pris, je crois, 10 mois pour voyager, et notamment voyager en Asie à la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner, j'imagine, que vous allez mixer à vos pratiques habituelles ou réinventer oui, j'ai lié l'utile à l'agréable. Je me suis dit qu'on allait faire aussi une petite découverte de l'Asie. Alors, je n'ai pas visité tous les monuments d'Asie, j'ai visité beaucoup de restaurants par contre. Je me suis imprégné de la cuisine végétarienne en Inde ou de la façon de faire des sushis à Tokyo, parce que pour moi c'était très important. C'était une cuisine que je ne connaissais pas, ou en tous les cas qu'on connaît à travers ce qui est fait en France et qui n'est pas forcément l'original. Donc en effet, on est parti 10 mois à la rencontre d'Asiatiques, au sens large du terme, et on a fait 25 pays de Tokyo jusqu'au Sri Lanka. Bon, beau programme. Alors merci beaucoup Pascal Favre-d'Anne pour ce témoignage qui aiguise notre appétit. On a parlé de voyage, ça tombe bien.
Sophie Rosenzweig est en quelque sorte une spécialiste du voyage. Je rappelle que vous êtes reporter à Arte et que ça vous a, grand reporter, que ça vous a conduit sur de nombreux terrains de guerre en ex-Yougoslavie, au Moyen-Orient, en Afrique. En Ukraine, non, pas en Ukraine. Non. Bon. Sinon je ne serais pas là ce soir. Sinon vous ne seriez pas là ce soir. Comment et pourquoi on devient reporter de guerre, grand reporter C'est toujours un peu un hasard. Et en même temps, c'est jamais un hasard, parce qu'on va dans les zones, on peut faire plein de métiers dans le journalisme, c'est un métier très, très couteau suisse, je dirais. Et quand j'ai commencé, ce qui m'intéressait, c'était d'aller là où on pouvait avoir des témoignages de gens dont on n'était pas sûr qu'ils auraient pu le faire une deuxième fois. C'était l'idée. Au départ, c'était de voir des gens qui étaient dans des zones de conflit. Et qui dit zone de conflit, malheureusement, je ne vous apprends rien, ce sont des gens qui sont toujours en survie. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir leur dernier témoignage. C'était une drôle d'idée, mais c'était mon idée de départ. Mais votre idée de départ, elle vient de très loin, puisque vous l'avez eue quasiment à 8 ans. Oui, à 8 ans, j'avais dit je serais journaliste Antenne 2. J'étais persuadée à 8 ans, je viens d'une famille de survivants de la Shoah, et j'étais persuadée que si on avait communiqué à l'époque, au moment de la Shoah, il n'y aurait pas eu les camps de la mort. Malheureusement, quand je suis arrivée à Arte, j'ai vu des films des Américains qui me prouvaient absolument le contraire, et donc je m'étais trompée depuis le début. Malheureusement, mais en tous les cas, j'ai fait ce métier et avec un grand plaisir. C'est très bizarre d'employer le mot plaisir quand on parle de guerre. Mais quand vous m'avez posé la question, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment du plaisir quand je pars? Ou est-ce que c'est de l'adrénaline? Alors, c'est les deux, en fait. Quand on monte dans l'avion, nous, on ne sait pas qui... Nous, il n'y a pas de routine. On ne sait pas qui on va rencontrer. On connaît juste la situation conflictuelle. Elle est souvent la même. Mais les gens sont toujours différents dans les conflits. Et c'est ça qui m'intéresse essentiellement, c'est de rencontrer d'autres formes de pensée avec des réactions souvent très étonnantes auprès des gens qui parfois ont 1 heure à vivre, parfois ont une vie à vivre. On ne sait pas du tout quand on les rencontre si on va les voir le lendemain ou si on ne va plus jamais les rencontrer. Et souvent, ils ont tout à fait conscience que quand ils voient une équipe de télévision qui arrive, que c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont parler. Et ça, c'est très impressionnant de voir des gens qui, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, nous disent toujours « Bon, je vous le dis parce que je ne l'ai jamais dit ». Cette phrase, elle sort systématiquement. Je ne l'ai jamais dit avant, je vous le dis parce qu'on ne sait jamais. Comme si on était responsable d'une parole. Et ce n'est pas du plaisir, c'est de la fierté. C'est de dire, on va leur donner une dernière fois la parole, peut-être qu'ils seront là demain, peut-être qu'ils ne seront pas là demain. C'est un peu un condensé, finalement, des conditions qui font que c'est un condensé d'humanité, finalement. Absolument. De conditions humaines. De conditions humaines. Quand on s'est parlé l'autre jour, pour préparer cette intervention, il y a une formule que vous avez employée qui m'a vraiment frappé. Vous avez dit, c'est le plaisir de la vérité. Oui, parce que c'est très incroyable quand les gens sont en dernier recours. Quel que soit le lieu du conflit, j'en ai fait quelques-uns malheureusement, ils ne mentent jamais. Ils disent les dernières phrases les plus essentielles pour eux, toujours. Et même les enfants. Les enfants disent, je me souviens un petit garçon au Sud-Soudan, il avait vu sa mère déchiquetée, coupée à la machette, donc vous imaginez, et il m'a dit, trouve mon papa, il faut qu'il sache. Et je lis, il doit savoir quoi? Que tu es vivant ou que ta mère est en train de mourir? Il dit que la vie a gagné. Et le petit garçon avait 6 ans. Et jamais il aurait parlé comme ça autrement. Jamais. Et c'est la vérité donc, qui sort de la bouche des personnes que vous interrogez, et c'est aussi une vérité que vous portez à la face du monde. Il y a beaucoup de points communs finalement entre Maude Fontenoy et vous. Vous êtes 2 femmes dans un univers qui longtemps a été très masculin. Vous avez une passion débordante, vous avez le goût de l'exploit, vous prenez des risques, etc. En même temps, c'est un avantage, d'être une femme. En Afghanistan, j'y étais en 93, et c'était très drôle parce que je suis allée dans une région à côté de Kandahar, et il y avait un chef de guerre
alors la barbe rousse, enfin typique le chef de guerre afghan, et il n'avait qu'une seule question à me poser. C'est avec qui je vais manger, avec les hommes ou avec les femmes? Parce qu'il n'avait jamais vu de journaliste femme, il n'avait jamais vu une journaliste qui avait une caméra sur l'épaule, et c'était sa seule question. Il me dit, je vous dirai tout ce que vous voulez, mais vous mangez avec qui? Vous mangez avec les hommes ou vous mangez avec les femmes? Et moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, où vais-je avoir le plus d'informations? Et en fait, j'étais mangée avec les femmes. Ah oui. Et elles ont balancé tout ce que lui ne m'avait pas dit, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Que des hommes ici, oui. Autour de vous. Bon, allez, on se sent tout petit. Non, ce que je voulais vous demander, c'est que vous avez effectivement beaucoup de points communs. Ce qu'on voit, c'est qu'elle a eu une carrière sportive brillante, évidemment, extraordinaire, et en même temps, elle la prolonge en nous parlant de son amour des océans et d'océans qui sont menacés. Est-ce que vous-même, sur votre carrière, vous avez vu la montée en puissance de ces menaces environnementales et d'une place qui peut-être est de plus en plus prégnante dans les conflits eux-mêmes? Alors malheureusement, dans la guerre, quand vous êtes sous les tirs, parce que moi je connais que les tirs et les bombardements, on n'a pas trop le temps de voir l'environnement, je dois dire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'il y a des guerres qui de plus en plus fréquemment sont créées par les dérèglements climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, de l'eau, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, la guerre de l'eau va être la prochaine guerre extrêmement importante, c'est évident. Là, je pars au Bangladesh dans 10 jours et c'est déjà un conflit de l'eau avec les Rohingyas, par exemple. On est en plein dedans. Les prochains conflits, ce seront autour de l'eau et autour des ressources naturelles. Avant, c'était pas ça, c'était des conflits de territoire et des conflits religieux, essentiellement. Maintenant, on multiplie les causes de conflits, mais le résultat est toujours le même, ce sont toujours les femmes et les enfants qui payent d'abord. Alors, avant de passer la parole aux autres invités, je voudrais qu'on s'attarde sur une initiative que vous avez lancée dans le nord de l'Ouganda, à la limite du Soudan, avec votre association qui s'appelle Voix sans frontières, une action qui illustre une autre facette de votre engagement. Et nous allons le découvrir immédiatement avec une courte vidéo que je vous demanderai évidemment de commenter ensuite. Regardez. Music is a universal language. Even if you don't pick the language that's being, but in music, there's a way it gets into the heart of every person. I realized that the use of music in the post-war rehabilitation works so much with the children and the youth and the communities that we work in. Kwani cha mora kana bedo na cha winyo mora duhu mora bom winyo no chal jami mago cha bini wa me we ho kwa na bera tek ero ka tie kere jo war na kiti ya kina jo we ho ya wila no atitem bedo kere kwa yot mi angeo jama me jotia wero ramo danyo kwana re ramo gudu kwana gina jotia wero Ramo gudu kwana nyo Ramo ponya kede gina kitamira kwa kede. Okay, when I'm singing, when I'm happy with friends like that, like now when I'm singing like that, oh, can forget some pain of last or the past or anything. Can forget everything. I can be fresh mind and be happy. Katia we umea ya beda yom piano kita tanan kerejo wade wata were la ngera ana taone kaya yom joromo na bere wa kaya yom kede an pap an kati kom jo
Bravo, je voyais Daniel Federspiel, je vous voyais regarder avec intérêt et émotion. C'est un peu comme le rire, la puissance du chant, la magie du chant. Quelques mots, si vous voulez réagir. Les enfants disent ici une vérité très forte, c'est que le chant leur apporte, on pourrait dire du plaisir, mais parce qu'ils sont avec d'autres, pour d'autres. Très beau, très juste. Sophie Rosenzweig, quand on regarde ces images, on se dit voilà, que finalement, il ne faut jamais désespérer de l'humain et que l'éducation n'est jamais vouée par principe à l'échec dès le départ. Alors ces enfants, il faut recontextualiser. Je suis désolée, je suis un peu journaliste. Il est né dans le camp de Bidi-Bidi. Je pense que personne dans la salle ne sait où se trouve le camp de Bidi-Bidi. C'est pourtant c'est le deuxième plus grand camp du monde. Il y a 495 000 femmes et enfants à la frontière du Sud-Soudan. Et quand j'étais dans ce camp, et le premier soir, j'ai dit au caméraman, tourne le silence. Il n'y avait pas un son dans le camp. Les gens, les femmes ne pleuraient pas, les enfants ne pleuraient pas, tout le monde était hébété. Et au bout de 3 jours, c'était tellement lourd que j'ai pris une calebasse et j'ai commencé à taper dessus. Et j'ai vu un tout petit garçon, il était comme ça à peu près. Et j'ai commencé à chanter parce que je fais du gospel à Strasbourg, parce que Strasbourg est une ville de gospel. J'ai commencé à chanter un chant gospel et le petit, il a fait comme ça. Et j'ai dit, bon, là, mon métier de journaliste s'arrête, je vais faire autre chose, je vais monter une association pour ces gamins pour qu'ils commencent à rebouger et à rechanter. Et tous les enfants que vous voyez là, ils ont tous vécu la guerre, ils ont tous vécu des horreurs. Le jeune homme qui salue de manière militaire est un enfant soldat qui a tué... Dans l'interview que j'ai faite avec lui, il a dit « à partir de 50, j'ai arrêté de compter ». Il a 17 ans. Donc, c'est des parcours extrêmement lourds. Et pourtant, avec le chant et avec l'envie de leur faire confiance, ils ne seront pas des bourreaux toute leur vie parce qu'ils ont été forcés à être bourreaux. Parce qu'être enfant soldat, on ne le choisit pas. On est pris en otage par des adultes. Donc, on peut s'en sortir. Enfin, en tous les cas, le chant est un moyen assez efficace pour les aider à retrouver un peu de plaisir. Et quand vous voyez leur sourire, et là, vous voyez leur sourire quand ils chantent, c'est notre plus beau cadeau à nous. On ne demande rien d'autre que de les voir sourire parce qu'on les connaît pleurant. On les connaît souffrant et on les connaît nous expliquant que c'est terrible d'avoir du sang sur les mains. Alors qu'ils y sont pas pour grand-chose finalement. C'est que c'est les adultes qu'ils ont forcés à tuer. Et ils sont venus l'année dernière en France et on leur a fait faire une tournée en France où ils ont chanté à l'opéra. Et c'était absolument extraordinaire. Quand je leur ai demandé au retour qu'est-ce qui vous a le plus choqué ou plu en France, ils ont pris l'avion, ce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont été dans des endroits où il y avait des douches. Ils n'avaient jamais vu des douches. Enfin, ils ont pris le TGV. Enfin bon, ils m'ont dit c'est le goût de l'eau. En France, dans chaque ville, il y a un goût différent de l'eau. Et nous, on n'a qu'un goût de l'eau parce que c'est l'eau du puits qu'on va chercher tous les matins à 5 heures après 20 km de marche. Et je leur ai dit, ah bon, c'est le goût de l'eau? Ils m'ont dit, et on veut continuer à goûter le goût de l'eau française. Bon, le message était très clair quand même. Hein. Vous savez quoi servir à table dans vos restaurants. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Bravo à vous. Sophie Rosenzweig. Jérôme Lecordier, j'imagine que cette expérience humaine extraordinaire en Ouganda, elle est sous-tendue par un principe qui vous parle, hein, l'éducabilité finalement, et quel que soit le parcours qu'un enfant, qu'un jeune a pu avoir, on peut toujours l'amener sur un chemin meilleur. En tous les cas, il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Vous avez, je l'ai dit, fondé et vous dirigez à Janville dans les Yvelines une structure associative, les Colibris, qui héberge, qui éduque, qui accompagne des jeunes, des enfants, des ados qui ont été cabossés par la vie. Qui sont-ils, ces jeunes ? Alors effectivement, je me retrouve un peu dans ce que pouvait dire Sophie sur... nous, on n'a que des enfants qui sont issus de l'aide sociale à l'enfance, donc qui sont placés.
C'est 310 000 enfants aujourd'hui en protection d'enfance. Et nous, on accueille plus particulièrement les enfants qui sont en rupture de placement. Donc, vous avez des enfants qui sont placés dans des institutions, et puis il y a des difficultés qui se portent, et puis on change d'établissement une fois, 2 fois, 3 fois. On a des enfants qui ont fait de nombreux établissements différents, dû à leurs problématiques. Et donc, en fait, nous, on est là pour les accueillir dans un accueil inconditionnel, en se disant, voilà, on va te remettre à une place d'enfant, et puis on va reprendre là où tu en es, dans cette sécurité de sa problématique. Parce qu'en fait, les enfants qui sont là ne choisissent pas. On ne choisit pas d'aller en protection d'enfance, comme on ne choisit pas d'être enfant soldat. Donc voilà, donc nous, on part sur ces enfants qui ont vécu des traumatismes, mais avant tout, c'est des enfants. Et donc, on va les remettre à une place d'enfant et avancer avec eux. Et donc, c'est une structure qui a été créée, je crois, il y a 3 ans. Alors, il y a 5 ans qu'on a... et qui grandit à vitesse grand V. Alors, effectivement, alors on n'est pas qu'à Jambeville. Alors, c'est une association fondée par les Scouts et Guides de France. On a aujourd'hui 10 lieux de vie sur 5 départements. Donc, effectivement, on a ouvert en 2 ans 8 lieux de vie. Donc, ça va un peu vite et on va en ouvrir 10 de plus dans les 3 ans. Parce que malheureusement, il y a un besoin. Il y a un besoin de pouvoir accueillir ces enfants et puis et de les remettre en mouvement. En quoi la pédagogie du scoutisme est particulièrement adaptée à ces profils? Alors, quand on a développé, enfin déjà le scoutisme est historiquement placé, a eu une grande histoire dans l'éducation. Les Scouts et Guides de France sont dans les questions de handicap, sont dans les quartiers populaires. Et puis, on a voulu se dire voilà, comment cette méthode pouvait aider aussi les enfants en protection de l'enfance. Et quand moi j'allais présenter dans les départements cette méthode, ce projet, on me disait c'est vachement innovant. Je ne me trouvais pas très innovant avec une méthode qui avait 100 ans. Par contre, on pense qu'aujourd'hui il y a 50 millions de scouts dans le monde, donc à mon avis c'est que c'est un peu pertinent. Comment on va pouvoir les remettre là, avant tout, la méthode scout, c'est comment on remet les enfants au cœur du système et acteurs. Et donc en fait, l'innovation qu'on a aujourd'hui, c'est de dire seulement on va se poser la question de qu'est-ce que veut l'enfant, et puis comment les adultes vont se mettre en mouvement pour eux en fait. Alors ça ne doit pas être très simple de travailler avec des enfants qui, pour certains, donc, ont beaucoup souffert, mais qui pour certains peuvent être déroutants, parfois j'imagine violents aussi. Alors effectivement, c'est pas simple tous les jours, mais ce qui est assez fascinant, c'est que au-delà des dossiers qu'on reçoit, on reçoit des dossiers avec des CV, et en fait c'est assez étonnant la protection de l'enfance comment c'est fait aujourd'hui. Il y a des parcours vraiment cabossés, mais si on met à côté ça et qu'on remet les enfants dans un rythme de vie, c'est remettre à une place. On se lève à un temps donné, on va à l'école, ou si on est déscolarisé, on refait un temps de scolarité, on redonne un rythme, du sport, etc., des règles de vie, et on les met acteurs de la vie quotidienne, les enfants reprennent une place. Nous, 70% des enfants qui arrivent chez nous sont déscolarisés. Donc, généralement, vous êtes bien placés, vous en avez de se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce jeune ? Aujourd'hui, notre job à nous, c'est de les remettre à l'école. Tous les enfants qu'on accueille, il n'y en a pas un seul qui ne veut pas aller à l'école. Il n'y en a pas un seul. Ils veulent tous reprendre une place dans la société et qu'ils puissent s'en sortir. Donc on a, par contre, la clé, c'est comment on travaille ensemble. On n'a pas la solution. Comment est-ce que vous prenez du plaisir ? Parce que c'est non seulement vous travaillez avec un public qui est fragile, qui est en souffrance et qui parfois peut exprimer cette souffrance de diverses manières, mais en plus, il faut dire que chez vous, ce n'est pas franchement les 35 heures, si j'ai bien compris. On peut être amené à travailler 4 jours, 5 jours d'affilée, 24 heures sur 24. Il faut s'accrocher quand même. Alors ça, c'est bien pour en tant qu'employeur, c'est qu'on est dérogatoire des 35 heures, c'est magnifique. Donc on peut exploiter les salariés. Tout le MEDEF rêve de connaître vos tuyaux. Exactement. Non mais en fait, pourquoi on est dérogatoire aux 35 heures, on est dans une continuité. C'est-à-dire que c'est un accueil inconditionnel et l'enfant va vivre la même chose avec le même éducateur. Pendant 4 jours et 5 jours, il y a des temps de repos, etc. La question c'est, dans cet accueil inconditionnel, qu'est-ce qu'on va vivre avec eux ?
Alors, en fait, ce qui est là où on prend du plaisir, c'est forcément dans la réussite des enfants. Mais comme on a tout à l'heure la question de prendre un repas et être content, mais c'est aussi la réussite scolaire des élèves. La question, c'est comment on voit les enfants grandir. Mais en tant que aussi directeur de cette association, c'est comment je vois les adultes aussi grandir. Parce que finalement, la question aujourd'hui qui se pose, que je me pose comme question, c'est mon objectif, c'est que les enfants aillent bien. Mais pour qu'ils grandissent bien, il faut que l'équipe aille bien. Et qu'elle prenne du plaisir. Et qu'elle prenne du plaisir. Si elle ne prend pas le plaisir, elle ne s'occupera pas des enfants. Et je dis toujours à mes équipes, en fait, c'est jamais la faute des enfants, c'est toujours la faute des adultes. Et donc, comment, en fait, on va vous aider à aller bien avec tout plein d'accompagnement et de motivation. Alors, on se challenge entre nous avec de l'animation, etc. On reste quand même scout dans l'âme. La notion de plaisir est importante parce que sinon, on ne rémunère jamais à la hauteur de l'implication. Quand vous faites 70 heures et qu'en face, vous avez un poste à 35 heures, c'est voilà. Donc, il y a forcément pourquoi je viens, le sens, et les gens viennent aujourd'hui dans l'association pour la notion de sens. C'est-à-dire remettre l'enfant au cœur du système et créer, et une capacité de créer. Voilà, comment je porte les projets moi-même. Sophie Rosenzweig, ça vous donne envie d'intervenir avec votre association Voix sans frontières pour mener un projet autour du chant avec ses enfants? Tout à fait, une double chorale, c'est évident. Bon, je crois que ça match. Parfait. Alors, on vient de découvrir des profils, des destins singuliers et passionnants, et le vôtre non plus. Daniel Federspiel ne devrait pas laisser le public indifférent. Vous êtes, je l'ai dit, provincial de la congrégation des Salésiens de Don Bosco. Et à ce titre, vous exercez la tutelle sur de nombreux établissements scolaires. Mais avant cela, vous étiez aussi clown. Racontez-nous brièvement votre parcours. En fait, il y a une période de ma vie que les chefs d'établissement comprendront bien, où en tant qu'élève, je faisais le clown. C'était marqué vous donniez du dans mes plaisir résultats à la classe, scolaires. Sauf à l'enseignant. Fais le clown en classe. Jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que ça n'a rien à voir avec l'artificiel, mais que c'était un métier, voire un artisan clown. C'est un homme qui a fait la piste aux étoiles et qui, pendant 6 ans, m'a formé un personnage de clown que j'habite. Et donc aujourd'hui, vous êtes prêtre, provincial, et vous restez clown aussi. Oui, je cumule. Mais quand dans la rue ou dans le métro vous me rencontrez, vous ne voyez ni le prêtre ni le clown. Donc quelque part, c'est transparent, mais ça apparaît effectivement quand j'exerce. Par exemple, clown, je ne suis pas en spectacle de clown. Je suis clown en classe, c'est-à-dire je ne sais ni lire ni écrire, et les chefs d'établissement prenant connaissance, parce que le père Daniel leur écrit, qu'il y a un clown absolument incapable, alors qu'il est âgé de compter, de répondre au téléphone, de lire, est-ce que les élèves, donc il s'agit bien d'école, du primaire, est-ce que les élèves accepteraient de faire un effort et d'accueillir un élève malheureusement clown, mais qui sait ni lire ni écrire. Ça déchaîne les enthousiasmes. Donc c'est un artifice pour les amener à se faire eux-mêmes des pédagogues et ce faisant à apprendre. C'est ça, on n'apprend jamais mieux qu'en apprenant aux autres. Vous voyez que je souris parce que, en fait, le plaisir de voir ces gamins qui m'apprennent à lire et à écrire. Mais alors, ils me regardent comme ça. D'abord, je suis habillé en clown. Et ce n'est pas c'est pas un déguisement. C'est un vrai travail. Le clown ne se déguise pas. C'est une cohérence d'habit. Bon, je ne suis pas là pour faire un cours là-dessus. Toujours est-il que les gamins sont persuadés, et c'est là toute la crédibilité du métier, que je ne sais ni lire ni écrire. Et ça va même au-delà. Parce qu'un petit de 6 ans, un jour, je lui dis « Et toi, qu'est-ce que tu vas m'apprendre ?» Il me dit « Je vais t'apprendre à nouer tes lacets. » Depuis, j'ai des fermetures éclairs aux chaussures. Il y a de la progression. C'est magnifique. Alors j'ai envie de rappeler la formule qu'a employée le cardinal de Courtrai en 1990 lors de votre ordination. Je vous envoie comme prêtre au milieu des clowns et je vous envoie comme clown au milieu des prêtres. Il y en a besoin.
Alors, puisqu'on est à la séquence, dans notre séquence citation, je vous demanderai volontiers de commenter aussi ces quelques mots que vous avez tenus lors d'une interview sur RCF il y a quelques années. Une des figures du clown dans notre christianisme, c'est le Christ lui-même. Oui, je n'ai pas encore été persécuté pour avoir dit ça. Donc théologiquement, ça peut se tenir. Tout dépend de ce qu'on entend par le clown. Je fais rapide. Imaginez un cirque, un clown qui fait une entrée clownesque, donc ce qu'on peut appeler un spectacle, mais ça s'appelle une entrée clownesque. En ressortant, parce qu'il n'est jamais seul, il voit un incendie dans la roulotte devant laquelle il passe, il revient en piste et il crie « au feu, au feu ». Et tout le monde rigole. Parce qu'ils sont persuadés qu'il fait rire. Mais en fait, il est en train de dire quelque chose de tragique. Le Christ, c'est celui, sans être tragique, qui a pris notre humanité et qui transcende cette humanité en faisant, non pas rire, mais en faisant aimer et en mettant de l'humour. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Le clown est celui qui visite notre réalité humaine et qui, d'une certaine manière, la transfigure avec un sourire et une joie qui l'habite. Alors, vous êtes provincial, oui. Et à ce titre, vous êtes responsable, vous êtes à la tête de tout un réseau d'établissements congréganistes. En général, quand ça va bien dans un établissement, ça met un certain temps à arriver jusqu'à vous. Quand il y a des problèmes, ça remonte plus vite. C'est bizarre, c'est une des lois de la vie qui est assez universelle. Comment est-ce qu'on a ces responsabilités sur les épaules? Comment est-ce qu'on continue à prendre du plaisir? Écoutez, je suis un peu comme Maud Fontenoy, c'est-à-dire les hurlants et les rugissants, je les côtoie, mais ce n'est pas au niveau maritime. Effectivement, ça arrive quand ça va mal. Mais la question, c'est de savoir, quand ça va mal, de ne pas dire forcément c'est la faute à qui, mais de se dire et de comprendre qu'il y a une solution. Un peu comme la chorale. On ne va pas faire une chorale avec les chefs d'établissement, mais on va leur dire, regardez, j'ai la chance, je vais vous le dire, moi, je vois qu'il y a des chefs d'établissement, je chausse des lunettes, j'ai de la chance, parce que j'ai choisi, non pas seulement de corriger ma vue, mais de mettre des lunettes de l'optimisme. Alors les lunettes de l'optimisme, justement, vous dites le rôle du clown consiste à revisiter avec optimisme, avec un optimisme même radical, yes. Les souffrances, les faiblesses, les failles humaines. Oui. Sophie Rosenzweig, vous n'êtes pas clown, mais le métier de grand reporter, il requiert un optimisme à toute épreuve, sinon on ne survit pas. Oui, quand on part sur une zone de conflit, de guerre, il faut être optimiste, oui. Il faut espérer rencontrer des gens. Enfin, il faut croire en la nature humaine, surtout. Il faut penser que la nature humaine peut changer les choses et que même si c'est un grain de sable, ça peut changer les choses. Et je dois dire que dans tous les conflits que j'ai vécus, j'ai toujours croisé quelqu'un sur mon chemin qui a changé quelque chose. Alors parfois, c'est même pour moi, en me disant des choses. D'autres fois, c'était pour la situation. Et c'est jamais très... ça se voit pas. C'est des détails, mais c'est des détails extrêmement importants qui font que sur un conflit, ça peut faire basculer des situations qui apparemment étaient impossibles à résoudre. Oui, et puis j'imagine que garder un minimum d'optimisme, on se laisse envahir par toute cette souffrance, cette violence. Ça nous arrive de pleurer. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en Somalie, quand je suis rentrée dans l'hôpital à Mogadiscio, où il y avait une médecin qui était là. Et par terre, il y avait un grand cercle de bébés, et posé à même le sol. Et je lui dis, est-ce qu'on peut tourner ces bébés? Elle me dit... Ceux-là, non, ils ont 1 heure de vie. Ceux-là, ils ont 2 heures de vie. Ceux-là, ils ont 3 heures de vie. Vous pouvez tourner les 4 derniers, ils ont 1 semaine. Ouais. Et elle dit ça comme terrible. Ça. Et mon caméraman et moi, on est sortis pleurer dehors parce que c'était insoutenable. Et on pourrait ajouter qu'il y a une psy qui vous propose de vous entendre, de vous écouter, de vous épauler quand vous revenez de reportage sur les terrains de guerre. C'est nous qui choisissons, mais on est débriefés. Oui. Voilà, vous avez un débriefing. Alors, comme il nous reste relativement peu de temps, je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions de la salle. On fait circuler les micros. Qui se lance? Qui a une question à poser? Une question, une réaction, une interpellation?
je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de questions pour l'instant. Moi, j'en ai retenu une qui circulait un petit peu quand on a préparé cette table ronde avec l'équipe, avec la commission en congrès. Finalement, alors ça s'adresse notamment à vous deux, hein, Sophie Rosenzweig et Jérôme Cordier. Comment est-ce qu'on se protège et comment on protège finalement ses proches quand on revient d'un grand reportage dans un pays en guerre, quand on a passé une semaine très compliquée avec des jeunes qui parfois sont en souffrance et qu'on rentre à la maison au bout de 5 jours? Comment est-ce qu'on fait, Jérôme Cordier? Alors moi j'ai la chance d'habiter loin et d'habiter au bord de mer. Donc en fait je fais des allers-retours et ce qui me permet en fait de me libérer, de me dire effectivement toute la semaine on voit des enfants qui sont cassés et en même temps il y a des moments heureux quand parlait tout à l'heure de la notion de plaisir pour une jeune fille là qu'on a chaque jour on se dit super, elle vit encore. On a une petite, on la tient à bout de bras, on se dit chaque jour à la fin elle vit toujours. Et en fait là, j'ai 3 ados. Et en fait, quand je reviens chez moi, je me dis putain, mais c'est pas les mêmes ados que j'ai vus dans la journée. Donc en fait, c'était question d'équilibre. Mais je le dis à tous mes collaborateurs, le plus important, c'est l'équilibre vie pro-perso. Oui. Trouver des espaces où on est capable de couper pour revenir mieux demain. Donc moi, c'est ce temps de voiture qui me permet de retrouver mon équilibre. Sophie Rosenzweig, il y a à la fois, quand on est sur place, donc je crois que il se passe beaucoup de choses. Vous m'avez dit, je n'ai jamais passé de soirée plus folle, quoi, que quand on se retrouve entre journalistes en fin de journée. Et puis il y a effectivement, il y a la famille. La famille, avec parfois un coup de fil qui surgit alors que vous êtes sous des tirs croisés, et puis on vous appelle en disant la nounou elle est pas là, il faut que tu gères parce que moi je vais au travail. Oui, ça c'est arrivé. Non, en fait, moi j'ai très mal géré ça, je dois dire. Ma fille a eu très peur et je m'en suis jamais rendu compte jusqu'au jour où elle l'a dit. Un jour, elle a dit qu'elle avait peur à l'école. Elle était à Notre-Dame de Sion d'ailleurs, elle a dit qu'elle avait peur pour sa maman. Et moi je lui disais, mais tu me vois le soir à l'antenne, donc tout va bien, puisque je fais le direct, donc ça veut dire que tout va bien. Mais ça suffit pas, le direct ça suffit pas, et ma fille, elle était morte de trouille, c'est vrai. Oui. Elle a eu très très peur pendant très longtemps. Bon, j'ai essayé après, quand j'ai pris conscience de ça, de trouver des solutions, mais il n'y en a pas. Parce qu'elle savait très bien qu'on était sous les bombes, elle savait très bien qu'on nous tirait dessus, elle voyait le gilet pare-balles dans le couloir, elle voyait le casque dans le couloir, elle a grandi avec un gilet pare-balles et un casque posé à même le sol dans le couloir, une valise de vêtements chauds et une valise de vêtements froids, elle a grandi là-dedans. Oui. Donc, finalement, on embarque toute la famille dans une aventure et c'est difficile de faire autrement. Malheureusement, dans mon métier, c'est un peu compliqué de faire autrement. Alors moi, j'étais très nulle, donc j'ai pas bien géré ça, mais je pense que mes autres collègues, je sais pas comment ils font. En un mot, alors évidemment, on est dans un contexte un peu différent, Pascal Favredat, mais quand on est à la tête d'un restaurant, vous travaillez avec votre femme, pour la vie de famille, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, là aussi, il faut... Alors, je réponds à une question tout de suite, c'est pas moi qui fais la cuisine à la maison, comme ça, voilà. Non, oui, il faut séparer le travail, absolument, et séparer le travail et la vie privée. On a une question qui nous est posée, tout là-haut. On vous écoute. Oui, une question pour le père. Il existe des clowns tristes, et on dit souvent aussi que les grands comiques ne sont pas forcément comiques à la maison. Est-ce que vous pouvez m'apporter votre éclairage, enfin nous apporter votre éclairage? Oui, j'entends le clown triste, mais bon, c'est pas une légende, mais j'ai pas le temps de vous expliquer, mais le clown, c'est pas forcément quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui a un regard qui, après, apporte la joie. Mais effectivement. Et alors, l'aspect de dire je suis clown ne veut pas dire que je suis un humoriste invétéré. On est profondément humain, mais vous voyez, quand il pleut dehors, quand je marche sous la pluie, j'évite les flaques d'eau. Quand je suis clown, je saute dans la flaque d'eau, parce que ça éclabousse. C'est aussi bête que ça. Une autre question. Oui, bonjour, Fabrice Tangel, je suis à Mulhouse.
Il y a un élément que j'ai noté dans qui est assez commun dans ce que vous avez pu dire, c'est justement l'équilibre qu'on peut avoir entre le perso et la posture professionnelle. Est-ce que justement, c'est peut-être pas à cet endroit-là qu'on peut retrouver peut-être toute l'énergie possible pour son travail et sa mission? Qui veut répondre? Je vais essayer de donner un truc. Ouais, moi, je pense qu'il y a le côté. Alors, je ne suis peut-être pas non plus le bon exemple. Moi, je m'éclate vraiment dans mon boulot. J'ai créé le projet. J'ai la chance d'être dans un mouvement qui sont les scouts qui font confiance et qui dit voilà, tu as une idée. C'était à l'époque mon président qui m'a dit voilà, on a une maison. L'évêché veut nous le vendre. Si tu as un projet qui tient la route, on te suit. Et après, on donne confiance et on dit vas-y. Donc en fait, mon travail est un lieu où je me ressource. Et comme j'ai 10 idées la minute et que je continue et que personne ne m'arrête, donc en fait, je m'éclate encore plus. Après, il y a cette question quand même d'équilibre où chez les scouts, je travaille tous les week-ends, etc. Maintenant, le fait de retrouver un équilibre, en fait, ça vient répondre à la question des besoins des enfants également. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui, j'ai du télétravail. Et c'est ce que je donne à tous mes collaborateurs aujourd'hui, c'est le point, alors vous c'est peut-être plus difficile dans les établissements, mais cette question de temps aussi pour la famille et puis de se ressourcer. Et depuis que j'ai retrouvé cet équilibre de vie, effectivement déjà je vais bien mieux et moins de fatigue permet d'avoir plus de recul pour pouvoir emmener les équipes. Parce qu'il y a cette notion aussi de... En fait, il faut être devant, mais c'est tout ce qu'on vient de se dire, c'est... En fait, tous les projets sont portés par des hommes et des femmes. Et donc, il faut pouvoir être leader et donc emmener les gens dans tous les métiers qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Je voudrais pour finir, alors je voudrais d'abord apporter une petite précision parce que Sophie Rosenzweig, vous la connaissez aussi par un autre biais, puisqu'elle collabore et elle aide à la réalisation de la revue du SNEL. Donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était important de le souligner. Pour finir, donc, pour chacun de vous quatre, une question, la même question qui appelle une réponse courte. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour aller au boulot? Sophie Rosenzweig. Moi, sans la moindre doute, la curiosité. Retrouver d'autres gens qui m'apportent autre chose. Jérôme Cordier. Moi, je dirais c'est créer, innover pour les enfants. Pascal Favredan. Le plaisir de faire plaisir et d'essayer encore de continuer, notamment à travers une association que j'ai créée aussi qui s'appelle Le Truc en Plus, qui fait des repas pour les enfants malades. Donc c'est un food truck qui se déplace au CHU d'Angers notamment et qui permet aux enfants de passer un repas avec leur famille. Et vous, Daniel Federspiel? Oui, moi j'ai de plus en plus envie de me lever le matin. C'était pas toujours comme ça. Mais ce qui me fait vraiment plaisir et envie, c'est de dire aujourd'hui il va se passer quelque chose d'inédit. Ça, je l'ai découvert pendant ma période de chef d'établissement. Tous les jours, il y avait quelque chose d'inédit. D'avoir des amis. Ça parle, hein. Je crois que tout le monde... Parce qu'entre journalistes, on se dit toujours, ouais, on a la chance, tous les matins, on se lève et on ne sait pas ce qui nous attend. Mais en fait, c'est exactement la même chose chez vous. Et maintenant, une réponse de clown. Je me lève le matin pour le plaisir de pouvoir me coucher le soir. Mais j'ajoute, je ne me lève jamais le même jour où je me suis couché. C'est très important. On se demande ce qu'il fait entre-temps. Bon. Un immense merci à vous quatre pour ces témoignages pleins d'émotions, d'humanité. Un grand merci à vous pour votre attention. Nos débats sont terminés pour aujourd'hui. Ils reprendront demain à 9h.